Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, renforcement de capacité des contrôleurs financiers. Ils s'approprient actuellement des mécanismes de contrôle des dépenses d'investissement, des outils de transparence dans ce domaine. Des échanges aussi pour bannir la lourdeur administrative a réuni ce mardi le ministre de la fonction publique, le patronat et les chambres consulaires du pays avec le seul objectif de faciliter le traitement des dossiers. Le temps fort dans ce journal. Sport football, les arbitres dames ont entamé une mise à niveau avec deux experts de la FIFA, une initiative pour améliorer leurs compétences au niveau de cette discipline. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir ce mardi 3 mars 2026 à la primature. La nouvelle chef de cabinet, Madame Fatoumata Binta Diallo, a officiellement pris fonction lors d'une cérémonie de passation de charge présidée par le ministre directeur de cabinet, Dr Daouda Kamisoko, en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Un moment placé sous le signe de la continuité administrative et de l'engagement au service de l'État. Reportage Adi Kamara. C'est dans l'auditorium de la primature que s'est déroulée la cérémonie consacrant l'installation de Mme Fatoumata Binta Diallo dans ses nouvelles fonctions de chef de cabinet. Cette passation marque une étape clé dans le renforcement de la gouvernance administrative au sein de la primature, en présence des conseillers, chefs de service et cadres. L'événement s'inscrit dans une dynamique de continuité institutionnelle et d'optimisation des mécanismes de coordination interne. La fonction de chef de cabinet est un poste de coordination, d'impulsion et d'arbitrage administratif placé au cœur du fonctionnement quotidien de la primature. J'ai pleinement conscience des exigences qu'elle impose, tant en termes de discipline institutionnelle, de sens de l'organisation que de disponibilité permanente au service de l'action gouvernementale. Au moment où j'assume cette charge, je prends l'engagement d'exercer mes fonctions dans un esprit d'écoute, de responsabilité et de rassemblement. Je veillerai à renforcer la coordination interne, à consolider les méthodes de travail et à promouvoir une culture administrative fondée sur la discipline, la performance et le sens du service public. Prenant la parole, la chef de cabinet sortante, Mme Fanta Keita, exprime sa gratitude à l'ensemble du personnel pour leur engagement et leur professionnalisme. De 2022 jusqu'à aujourd'hui, ce fut une aventure humaine pleine de bonheur. Une aventure, je peux dire une expérience exceptionnelle. J'ai senti que je suis dans une famille. J'ai été prise à main spécialement par mes assistants. Je vous remercie infiniment. Et je réitère ma disponibilité à vous et à Monsieur le Président de la République pour servir ce peuple, pour servir cette nation partout où le besoin se fera sentir. Conformément au décret D-2026/0024/SGG/PRG du 28 février 2028, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de Monsieur le Président de la République, je vous installe officiellement dans vos fonctions et vous déclare chef de cabinet. Dans un contexte où notre pays poursuit un processus exigeant de transformation économique et sociale, le Premier ministre Amadou Ouriba rappelle que la réussite de notre mission à la primature repose sur la cohésion et l'engagement de toutes les équipes. Je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions et je souhaite que l'ensemble du personnel, des membres du cabinet, les conseillers, que le personnel, les services accompagnent Mme Diallo pour nous permettre de nous servir, parce que c'est elle, en réalité, qui est la cheville ouvrière, disons, de fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème de la primature, que ce soit les ressources, que ce soit les moyens, les ressources humaines et autres. C'est une pièce maîtresse dans le dispositif institutionnel
D'où la nécessité pour nous tous de l'accompagner pour l'accomplissement avec efficacité et avec une réelle empathie vis-à-vis de tous pour que nous puissions, disons, assumer nous aussi nos responsabilités dans un environnement sain, convivial et fraternel. À travers cette nomination, la primature consolide son architecture organisationnelle et réaffirme son ambition d'une administration plus performante, agile et orientée vers les résultats. Une nouvelle dynamique s'ouvre ainsi pour le cabinet du Premier ministre avec pour priorité l'efficacité, la coordination stratégique et le renforcement de la gouvernance publique. Crise au Moyen-Orient, la situation de nos compatriotes préoccupe. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Maury Sanda Kouyaté, a animé hier lundi par visioconférence une réunion de la cellule de crise. La rencontre a permis d'écouter les premiers rapports des ambassadeurs des pays concernés. Le point avec Yene Yansani. Suite au conflit qui a éclaté au Moyen-Orient, les membres de la cellule de crise se sont réunis hier lundi sous la présidence de Dr Maury Sanda Kouyaté. Cette rencontre a été élargie aux chefs de mission diplomatiques et consulaires des pays concernés par la crise actuelle. Elle a essentiellement porté sur l'évolution de la situation et les dispositions à prendre pour secourir les Guinéens vivant dans les zones touchées. Dans son intervention, le ministre a invité les membres de la cellule de crise à réfléchir et à proposer des actions concrètes pour venir en aide à nos compatriotes vivant dans ces zones de tension. Nous devons savoir quels sont nos compatriotes qui vivent dans la région, entrer en contact avec eux et voir comment on peut les protéger, les soulager. J'ai eu la chance d'avoir une première communication avec notre équipe de 6 personnes de l'ambassade de la Guinée en Iran. Je leur ai demandé s'il y avait des possibilités pour eux de se faire évacuer. Ils m'ont confirmé que cela est possible et je leur ai dit immédiatement de se rabattre sur la Turquie. Et j'ai eu l'ambassadeur de Turquie aussi au téléphone, la Guinée en Turquie, qui m'a confirmé que la note verbale a été faite pour faire bénéficier nos compatriotes d'un couloir de sécurité pour leur permettre de rentrer en Turquie. Dr Maury Sanda Kouyaté a rappelé que ceci est une instruction ferme de son Excellence, le président de la République, qui prend à bras le corps la situation des compatriotes en situation de détresse à l'étranger. Les chefs de mission diplomatique et consulaires ont, à tour de rôle, remercié l'État guinéen pour la prompte réactivité face à ces événements difficiles. Ils ont donné d'amples informations sur l'évolution de la situation dans leur juridiction et ont confirmé qu'à ce stade, aucun de nos compatriotes n'a été touché. Et puis, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Objet, appel à candidature en faveur des Guinéens rapatriés de l'étranger. Dans le cadre de la politique de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, de réinsertion socio-professionnelle des Guinéens rapatriés de l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger lance un appel à candidature en vue du recrutement de 150 personnes au sein de la fonction publique. Cette initiative du chef de l'État vise à offrir des opportunités d'intégration professionnelle aux compatriotes concernés et à valoriser leurs compétences au service du développement national. Conditions et modalités de candidature. Les candidats intéressés sont invités à déposer un dossier comprenant les pièces suivantes: un curriculum vitae CV actualisé, une copie du ou des diplômes, une lettre de motivation adressée à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, une preuve du statut de rapatrié.
lieu de dépôt des dossiers. Les dossiers doivent être déposés à la direction des Guinéens de l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, Conakry, République de Guinée. Date limite de dépôt. La date limite de réception des candidatures est fixée au 31 mars 2026 à 16h00. Le ministère invite l'ensemble des Guinéens concernés à saisir cette opportunité et à soumettre leur candidature dans les délais impartis. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Fait à Conakry le 2 mars 2026, le ministre des Affaires étrangères. Justice, une rencontre de haut niveau s'ouvre à Conakry. La Cour de justice de la CEDEAO en tournée dans les États parties séjourne en Guinée dans le cadre de l'exécution des décisions de justice rendues par la Cour de la CEDEAO. Dans notre pays, la rencontre mobilise autorités judiciaires, greffiers, avocats, sociétés civiles et membres de la Cour. Ils réfléchissent sur des mécanismes devant aider à faciliter l'exécution des décisions rendues par cette institution sous-régionale. Compte rendu, Thierno Younoussaba, Aboubakar Ami Kamara. Dans le cadre de l'exécution des décisions de justice rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, les autorités judiciaires du pays échangent avec les juges de la juridiction communautaire sur les mécanismes. Objectif assurer la cohérence du processus d'exécution entre les juridictions et d'établir un cadre de collaboration solide entre les États membres en vue de relever les défis liés à l'exécution des arrêts. Les difficultés subsistent quant à une exécution fluide des décisions de la Cour par les États membres. La présente réunion vise donc non seulement à diagnostiquer les défis, mais aussi à identifier des solutions concrètes, réalistes et juridiquement efficaces, notamment des bonnes pratiques, des procédures plus claires, des meilleurs mécanismes de suivi et des synergies institutionnelles renforcées. Un arrêt non exécuté affaiblit l'autorité de la Cour. L'exécution est un processus complexe qui mobilise l'autorité nationale compétente, les ministères sectoriels, les juridictions nationales, les administrations financières, les avocats et même la société civile. La rencontre réunit des magistrats, greffiers, avocats, ainsi que la société civile. La Cour suprême, la plus haute institution judiciaire de Guinée, est attachée à la cohérence entre le droit interne et les engagements internationaux. Il est de notoriété que l'exécution des décisions rendues par la Cour communautaire demeure un défi pour plusieurs États membres. Ces difficultés d'ordre juridique, institutionnel ou parfois pratique méritent d'être analysées avec lucidité, responsabilité et esprit constructif. Réunimos-nous aqui em Conakry. En tant que pilier institutionnel central de la CEDEAO, la Cour a la noble responsabilité de veiller au respect du droit communautaire, d'interpréter le traité révisé et surtout de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens de notre communauté. Cette rencontre bilatérale de haut niveau se tient en Guinée alors que la CEDEAO célèbre les 50 ans de sa création cette année. Elle fait suite à celle tenue en Sierra Leone sur la problématique de l'exécution des décisions de justice dans les États parties. Et puis au niveau de la chaîne d'exécution des dépenses, renforcement de capacité des contrôleurs financiers sur les mécanismes de contrôle des dépenses d'investissement. L'initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Objectif, améliorer la qualité de la dépense publique et renforcer la transparence dans l'exécution des projets de développement. Compte rendu, Mamadi Gassama. Dans un contexte d'exigence accrue en matière de transparence et de redevabilité, le contrôle des dépenses d'investissement apparaît en toute évidence comme un élément essentiel de croissance économique. À cette séance de remise à niveau, ces agents de corps de contrôle sont appelés à s'approprier davantage des outils de suivi-évaluation et de sécurisation des dépenses d'investissement public.
Le présent atelier a été conçu comme un cadre d'apprentissage, de perfectionnement et d'harmonisation des pratiques. Il vise notamment à maîtriser les processus de programmation et budgétisation des dépenses d'investissement, approfondir la maîtrise des procédures de contrôle des dépenses d'investissement, améliorer la qualité de l'analyse des dossiers d'engagement et de liquidation, connaître les techniques d'évaluation de la performance des programmes. Cette initiative est portée par le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget à travers le programme cadre de renforcement des capacités. Il sera donc question d'harmoniser les pratiques de contrôle financier, de renforcer l'analyse des dossiers d'engagement et de liquidation des dépenses d'investissement et de promouvoir une culture de rigueur, de performance et de responsabilité dans la gestion des deniers publics. Cet atelier cadre avec l'ambition que le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget a d'outiller les ressources humaines travaillant sur ces dépenses d'investissement avec des capacités leur permettant d'exécuter leur travail dans les meilleures conditions, mais surtout en accordance avec la rigueur budgétaire, avec des standards internationaux et le professionnalisme qui sied à ce travail. Au nom du représentant résident du PNUD empêché, je réaffirme notre engagement total à accompagner le gouvernement guinéen dans le renforcement de la gestion des finances publiques pour accélérer la mise en œuvre des ODD en République de Guinée. L'objectif à terme est de doter notre administration financière des ressources humaines capables de répondre aux exigences d'une gestion budgétaire moderne et orientée vers les résultats. Bientôt, la préfecture de Koya va abriter un marché moderne destiné aux légumes et aux fruits. 800 boutiques seront construites et destinées à ces produits. Les travaux seront réalisés par Rock Development pour un coût global de 50 millions d'euros. Le délai contractuel est de 30 mois. Alkali Kobele Keita, Mohamed De Camara. Cette signature vient sceller le lancement de la construction d'un marché moderne des légumes et fruits à Koya. 800 boutiques avec toutes les commodités du temps moderne seront réalisées en faveur des femmes qui évoluent dans le domaine des fruits et légumes. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, dans sa stratégie de recherche de financement à l'international, a sollicité l'expertise et l'accompagnement du cabinet ROC pour que ROC Développement puisse construire, mais aussi aider à structurer en fait le financement d'un ouvrage, donc en l'occurrence le marché de fruits et légumes pour femmes à Koya. Il y aura une visite dans les prochains jours du site par des ingénieurs de la société. Depuis 2022, le processus est lancé par le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, FAEF. C'est un financement de l'entreprise Roche Development pour un délai contractuel de 30 mois. L'innovation majeure de ce complexe réside dans des infrastructures techniques de pointe conçues pour répondre aux défis de la conservation et de la distribution. Le marché sera doté de chambres froides performantes, garantissant la préservation de la fraîcheur des produits. De pavillons spécialisés seront érigés, un pavillon dédié aux fruits et légumes, un espace moderne pour la volaille, ainsi que des installations spécifiques pour le poisson. Ces équipements permettront de réduire drastiquement les pertes post-récolte, augmentant ainsi directement les revenus de nos braves commerçantes et garantissant aux populations des produits de qualité. Les activités de la ministre en charge de la femme ce mardi se sont achevées par information générale sous le 8 mars, journée internationale de la promotion des droits des femmes. Devant les femmes leaders de Grand Conakry, Patricia Lama a estimé que c'est au mois d'avril prochain que la journée sera célébrée en différé. Mais bien avant, des activités de sensibilisation seront menées à Conakry et à l'intérieur du pays. Au niveau de la téléphonie, renforcer la connectivité nationale, une priorité du département en charge du secteur. Une mission guinéenne est à Barcelone dans ce sens. Elle a rencontré ce mardi les experts de Medusa, une entreprise spécialisée dans l'installation et l'exploitation des câbles sous-marins. Une démarche qui s'inscrit dans la perspective du projet guinéen de déploiement d'un second câble sous-marin. Envoyé spécial à Barcelone, Marie-Angélique Bangoura.
À Barcelone, la Guinée franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de renforcement des infrastructures numériques. La délégation officielle a rencontré son partenaire Medusa afin d'examiner les perspectives d'atterrissement d'un deuxième câble sous-marin. Selon les experts, près de 5 pays d'Afrique de l'Ouest encore dépendants d'un seul câble sous-marin pourraient saisir l'opportunité d'investir dans 2 nouvelles infrastructures au cours des prochaines années. Medusa, l'année dernière, on est venu les rencontrer. L'objectif aujourd'hui de cette rencontre, c'était de faire un point sur l'état d'avancement du câble qu'ils sont en train de tirer de la Méditerranée à l'Afrique du Sud. L'objectif, c'est de nous assurer que la Guinée saisisse l'opportunité de ce câble qui va être très bientôt tiré et qu'on ne rate pas l'étape des études marines qui doivent être faites très bientôt. L'objectif aussi, c'est de nous assurer qu'on est totalement aligné au niveau gouvernement, mais aussi qu'on sache exactement les différents milestones de l'entreprise pour saisir l'opportunité de faire atterrir ce câble en République de Guinée. Au cœur de cette rencontre, la délégation guinéenne a effectué une visite guidée dans les salles d'interconnexion des câbles, infrastructures stratégiques où convergent plusieurs liaisons sous-marines internationales. Cette immersion technique lui a permis d'appréhender avec précision les différentes étapes du processus, depuis l'atterrissage du câble jusqu'à son interconnexion avec les réseaux terrestres. Medusa est un partenaire depuis maintenant plusieurs années. Nous échangeons régulièrement sur les différentes opportunités de projets, surtout de câbles sous-marins. Donc nous avons profité de cette occasion pour visiter aussi les installations qu'ils sont en train de faire dans cette station d'atterrissement des câbles sous-marins où ils ont prévu de faire atterrir jusqu'à 8 câbles. C'est des installations de dernière génération qui inspirent et nous avons donc profité pour comprendre comment est-ce qu'ils ont procédé, qu'est-ce qu'ils ont fait et les différents partenaires qu'ils ont eus pour avoir ce genre d'infrastructure comme nous ambitionnons de l'avoir aussi en Guinée. Depuis Barcelone, cette mission confirme la volonté des autorités guinéennes d'anticiper les défis et de positionner durablement le pays sur la carte numérique régionale et internationale. Je vous l'annonçais dans les titres, la collaboration entre le ministère de la fonction publique, le secteur privé et les chambres consulaires du pays a été passée en revue ce mardi par les différents acteurs. Les recommandations portent sur la simplification des procédures pour bannir la lourdeur administrative dans le traitement des dossiers concernant ces entités. Reportage Mohamed Chérif Kamara, Mamadi Ternakamisoko. Département transversal par excellence, il y a des dossiers sur lesquels le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique est appelé à travailler avec certains acteurs nationaux. C'est le cas du secteur privé, des chambres du commerce et d'industrie, ainsi que celle de l'agriculture. Avec ces bénéficiaires des réformes administratives, les problèmes enregistrés sont évoqués. Et la question de simplification des procédures dans le but de booster la productivité et l'efficacité dans la délivrance des services publics sont au cœur de cette rencontre. Ce sont des acteurs essentiels qui interagissent quotidiennement avec notre administration. Et dans la vision de modernisation de l'administration, la simplification des procédures constitue un axe central sur lequel j'ai accordé une très grande priorité. Et dans ce sens, nous avons décidé de mettre en place un projet de simplification des procédures administratives. L'objectif vise non seulement d'améliorer l'accès et la qualité des services publics, mais aussi d'améliorer le climat des affaires et l'attractivité de notre pays. Cette concertation se veut une réponse concrète aux lenteurs administratives, aux obstacles d'accès aux services publics et aux exigences de bonne gouvernance. Une première rencontre jugée constructive et saluée par les différents acteurs présents. Nous sommes aujourd'hui, en tant qu'acteurs du secteur privé, confrontés à beaucoup de problèmes. Des problèmes liés d'abord au retard administratif, des problèmes liés à la dématérialisation des appels d'offres, parce que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup de dépenses. Si nous suivons et qu'on mette des commissions sur ces différentes questions, en tout cas, ça va être le début de la solution du problème du secteur privé. Un
Inscrite dans une nouvelle dynamique de modernisation, cette initiative traduit la volonté du ministre Bruno de mettre en œuvre une réforme profonde et structurante de l'État. Une vision qui s'aligne sur les ambitions du programme Simandou 2040 à travers l'élaboration d'un nouveau programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique, PEMAP. Les représentants des 37 collectivités locales de la région administrative de Bokeh étaient tout récemment en conclave au gouvernorat de la ville. Le but est de faire le bilan des activités du projet d'appui à la gouvernance locale PGL2 en faveur des différentes collectivités de la région. Reportage Younoussa Tawel Kamara, Mohamed Mara, Bintou Touré. Dans cette salle de gouvernorat de Bokeh, les représentants des 37 communes de la région administrative, ils prennent part à cet atelier de présentation des activités du projet d'appui à la gouvernance locale dans sa phase 2 financée par l'ANAFICA. Il s'agit de passer en revue les activités réalisées en 2025 dans les différentes communes rurales et urbaines, mais aussi identifier les insuffisances afin de la corriger. La gouvernance locale représente aujourd'hui un enjeu stratégique majeur. Elle conditionne la qualité des services publics, la gestion efficiente des ressources et la confiance entre citoyens et leurs institutions. La décentralisation ne serait produire pleinement de ses effets sans une gouvernance locale forte, responsable et inclusive. Elle exige de nous rigueur, transparence, discipline institutionnelle et sens élevé de l'intérêt général. Le projet d'appui à la gouvernance locale vise à consolider les acquis en matière de budgétisation participative, le suivi, évaluation et le mécanisme de gestion des ressources locales dans les collectivités concernées. Il s'agit d'un cadre d'échange, d'apprentissage collectif et de redevabilité permettant de faire le point sur les activités réalisées, d'identifier les acquis, d'analyser les difficultés rencontrées et de formuler ensemble des recommandations pour améliorer nos interventions futures. À travers le PAGL2, l'ANAFIC confirme son rôle central dans la consolidation de la décentralisation, la promotion de la budgétisation participative et le renforcement des mécanismes de redevabilité. Au terme de cet atelier, les participants ont fait quelques recommandations et se sont engagés à jouer pleinement leur rôle dans la bonne gestion des ressources locales. Restons toujours dans l'arrière-pays, dans le Kenya. Le service des sapeurs-pompiers de la préfecture de Kindia vient de recevoir un important lot d'équipements modernes. C'est un appui du gouvernement pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir plus efficacement et en toute sécurité lors des incendies et autres situations d'urgence dans la préfecture. Reportage Sununu Sidibé, Marwan Kamara. Alignés en face du gouvernorat de la région administrative de Kindia, les véhicules flambant neufs ont été présentés aux autorités administratives et locales, aux responsables des services de sécurité ainsi qu'à la population venue assister à l'événement. Un appui logistique du gouvernement guinéen pour permettre de sauver des vies et renforcer la sécurité de tous. Je voudrais vous exhorter l'ensemble des cadres de ce comité régional de défense et de sécurité pour que désormais nos accidents de circulation, nos incendies reculants connaissent une réaction instantanée de la part de la protection civile, car le chef de l'État et son gouvernement en ont fait déjà le possible. Parmi les équipements réceptionnés, un camion-citerne d'une capacité de 15 000 litres destiné à la lutte contre les incendies, une ambulance entièrement équipée pour les évacuations sanitaires, un véhicule de pompe funèbre, ainsi qu'un bus destiné au transport des équipes et du matériel. Le remercier, Monsieur le Directeur général de la Protection civile, Monsieur le ministre de la Sécurité de la Protection civile, plus particulièrement Monsieur le Président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, Son Excellence Mamadi Doumbouya, pour avoir pensé à la population de Kindia en dotant ce service de moins la première fois dans l'histoire de notre pays, tout en flambant neuf,
destinés aux sapeurs-pompiers. La remise officielle de ces matériels marque ainsi une étape importante dans le renforcement du dispositif de sécurité civile de la préfecture de Kindia. Cette initiative des autorités pourrait garantir une meilleure protection des personnes et des biens. L'ITIE Guinée vient de boucler sa campagne de vulgarisation de ses rapports 2022-2023 à l'intérieur du pays. Il a été question partout d'informer les communautés sur les paiements des sociétés minières. Les 2 rapports ont été présentés à Lola et Nzérékoré devant les travailleurs de la Société des mines de fer de Guinée. Reportage Moussa Kouyati. Au compte de l'exercice 2022, la préfecture de Nzérékoré a bénéficié plus de 29 millions de francs guinéens comme taxes payées par les sociétés minières contre plus de 100 millions de francs guinéens pour Lola en 2023. ITIE vient vulgariser ses rapports de paiement dans les préfectures bénéficiaires. Faire de partager ce rapport avec nous, cela prouve à suffisance la volonté d'abord du gouvernement et à travers ses partenaires de nous édifier mieux afin que nous puissions avoir une lecture de la redevabilité financière, non seulement de ces projets miniers, mais aussi leur engagement face aux différentes communautés impactées par le projet. Ça permet d'informer les populations à la base du revenu que génèrent les sociétés minières, que l'État même reçoit à travers les régies financières, que les budgets de collectivités reçoivent et qui les permettent de financer les activités de développement communautaire à la base. À la Société des mines de fer de Guinée sur les hauteurs du Mont Nimba, même séance de présentation devant les travailleurs massivement mobilisés. Cette société paye des taxes chaque année à la préfecture de Lola où elle est installée. Près d'un mois, la mission a sillonné 14 préfectures pour ses opérations de vulgarisation. Partout où on est passé, il y a eu l'engouement, il y a eu l'intéressement de toutes les parties prenantes, que ce soit les populations, que ce soit les élus locaux. Donc tous les gestionnaires des deniers publics s'étaient intéressés et surtout le fait que l'on ait révélé ce qu'ils doivent bénéficier pour leur propre développement. Ce qu'on peut retenir comme recommandation, c'est d'abord le retour de FODEL au niveau des communes. Les populations voudraient que régulièrement l'ITIE passe pour les informer des montants qui leur sont dus pour leur développement et la prospérité des citoyens de leur commune. Partout où la mission a séjourné, les autorités communales et administratives ont promis de cultiver la paix et renforcer la bonne cohabitation entre les citoyens et les sociétés minières. Ratoma, concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, la mosquée Ali Diaouné à Kakimbo a abrité les 5 derniers jours une initiative qui a regroupé près de 200 élèves des écoles coraniques venus des préfectures et de la capitale Conakry. Reportage Nabi Kamara. Sur 600 candidats, 160 élèves venus des écoles coraniques du pays, dont 40 filles, ont pris part à cette 8e édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran à Conakry. Un rendez-vous islamique qui a duré 5 jours dans l'enceinte de la mosquée Ali Yaouné de Kakimbo, commune de Ratoma. Une initiative de la fondation Ali Yaouné qui s'est déroulée dans l'émulation entre ces jeunes de 6 à 21 ans. Ce concours a 5 étapes. Le Coran au complet, le Coran à moitié, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes et 1 cinquième. Nous préconisons, Inch'Allah, primer les lauréats dans les différentes disciplines ou de différents niveaux. Nous prévoyons une voiture pour le premier, nous avons 6 motos, nous avons 12 ordinateurs, nous avons 15 tablettes, nous avons 15 téléphones, plus des enveloppes et à tous les niveaux. Pour la Fondation Ali Yaouné, ce concours a constitué un instrument de formation morale et spirituelle qui a contribué à forger des caractères, à inculquer la rigueur, la patience et le sens de responsabilité des candidats, parmi lesquels 41 ont été primés. Le premier a reçu une voiture et 2 motos. Je vais dire à les fidèles musulmans de prendre du courage. Ne devons pas croire en nous, croyez à Allah. Dieu merci, on a été parmi les admis et nous avons été le 2e
dans la moitié des Corans. Fini la 8e édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran à Conakry. La Fondation Ali Yaoundé estime que c'est une page qui se tourne au profit d'une autre, écrite avec la lumière du Coran, portée par une jeunesse croyante, tous tournés vers un avenir fondé sur la foi, la connaissance et la droiture. La solidarité se poursuit en ce mois saint de Ramadan avec la remise de denrées alimentaires aux populations. À Dubreka et à Koya, un don du Royaume d'Arabie Saoudite a été distribué aux familles les plus défavorables. Reportage Ismail Nabé, Marwan Kamara. Après une première phase organisée au niveau du centre-ville de Conakry, la distribution des denrées alimentaires s'est déployée dans les préfectures de Dubreka et de Koya. Riz, sucre et huile ont été remis à des centaines de ménages défavorisés. Objectif, permettre aux familles bénéficiaires de vivre le mois de Ramadan dans les conditions plus sereines. L'Arabie Saoudite massacre à la ING. C'est un engagement venant de l'Arabie Saoudite convenant que donne des sacs de riz. L'année passée, c'était à 7500. Donc cette année, ils ont envoyé 8400. Donc Dieu merci, tous ceux qui ont des cartes et qui sont en norme là, tout le monde recevra des sacs de riz avec une courtoisie et avec la paisibilité. Nous remercions les donateurs venant de l'Arabie Saoudite, également tous les membres qui nous ont facilité la tâche. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des actions humanitaires menées par le Royaume d'Arabie Saoudite en faveur des populations défavorisées. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui y voient un symbole fort de coopération et de fraternité. Les donateurs, nous ne pouvons que les remercier. Le mot merci est petit, mais celui qui ne le dit pas, il n'est pas reconnaissant. Donc nous en sommes très reconnaissants face aux donateurs et nous prions Dieu qu'il puisse faire plus que ça. Cette distribution devrait se poursuivre dans d'autres localités de l'intérieur du pays dans les prochains jours afin de toucher un plus grand nombre de familles et de renforcer l'élan de solidarité en ce mois de partage. Baou Ressources West Africa vient d'offrir aussi des vivres et autres produits de large consommation aux populations vulnérables. Cette opération exécutée en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités vise à soutenir les plus défavorisés en cette période de Ramadan et de Carême. Falilou Diallo. Des vivres et autres denrées de large consommation pour les orphelinats et autres ménages précaires de Conakry. C'est dans le cadre du projet Simandou de Baou. C'est pas la première fois. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième séance. Merci beaucoup à eux. J'aimerais que toute personne de bonne volonté essaye de voir ce que Baou nous fait, qu'ils essaient aussi de copier, parce que être ici pour les personnes vulnérables, j'espère qu'il n'y a pas de sacrifice qui est plus grand que ça. Vous savez que ce n'est pas chose facile pour les personnes vulnérables. Nous ne ferons que remercier d'abord aux donateurs. Ça, c'est à cette société d'abord qui a fait le don à travers le ministère et aussi au département, je veux parler du ministère, et aussi les différentes directions encore dans ce sens aussi de la solidarité. À travers cette action, les donateurs entendent matérialiser leurs responsabilités sociétales dans les zones d'intervention du projet. D'autres opérations sont annoncées pour les communautés qui vivent le long du corridor Simandou. L'idée d'adapter leurs activités aux besoins des populations riveraines du projet. La responsabilité sociale fait partie intégrante de l'engagement de Baou dans le cadre du projet Simandou. Il s'agit d'un engagement durable et non d'une action ponctuelle. Nous prévoyons également une opération de don de vivres dans les zones riveraines du projet Simandou. Ce geste est le fruit d'un engagement durable et non d'une action ponctuelle. Une manière d'accompagner ces personnes vulnérables dans l'accomplissement de leur foi. La Fédération guinéenne de football multiplie des sessions de formation à l'intention de ses techniciens. Lundi, les arbitres dames ont entamé une formation de mise à niveau avec 2 experts de la FIFA. La volonté du bureau exécutif de la Fédération est de mettre à jour ces techniciens. Reportage Mangamori Kamara, Djibril Kamara. La Fédération guinéenne de football est dans la dynamique de faire de la formation une priorité afin de mieux qualifier ses techniciens. Après le démarrage de la formation des entraîneurs pour la licence ACAF, les arbitres d'élite pour le championnat national de Ligue 1, c'est au tour de 26 arbitres dames sur les nouvelles modifications des lois de jeu avec des experts de la FIFA. Nous sommes convaincus
que le progrès de notre football ne peut se faire sans un arbitrage compétent, intégré et intègre et professionnel. Former davantage des femmes arbitres, c'est renforcer la qualité de nos championnats. L'arbitrage aujourd'hui est devenu une grande concurrence. La FIFA et la CAF recherchent les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème. Et pendant ces jours, nous allons échanger ensemble sur les lois du jeu, sur les nouveaux concepts. Aujourd'hui, la formation reste un véritable levier dans le perfectionnement du capital humain. L'initiative est bien appréciée par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Votre engagement dans l'arbitrage est un acte de courage, de responsabilité et de leadership. À travers cette session, nous voulons renforcer vos compétences, votre confiance et votre ambition afin que vous puissiez officier avec assurance sur nos terrains et demain représenter dignement notre pays au plus haut niveau. Je salue la FIFA de nous avoir accompagnés dans cette formation et je les demande vraiment de ne pas se fatiguer, de continuer toujours à nous accompagner. Le défi majeur de l'arbitrage guinéen est comment rendre sa prestation crédible aux yeux du public sportif. Parmi les femmes arbitres de Guinée, au nombre d'une centaine, Aïssatou Kanté et Mahawa Kourouma font bonne figure à l'international. Cette formation vient ainsi au bon moment pour ces dames afin de se frayer le chemin dans la corporation au niveau de la FIFA. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.